Alors, La Relève est une revue québécoise qui est fondée en mars 1934 par de jeunes intellectuels catholiques formés au Collège Sainte-Marie de Montréal. Robert Charbonneau, Paul Beaulieu et Claude Urtubis se donnent pour mission, je cite, de refléter la mentalité et les tendances des jeunes catholiques canadiens et par ressaut des jeunes catholiques du monde entier. Accompagnés dans cette aventure par plusieurs de leurs camarades du collège, parmi lesquels Jean Lemoine, Robert Élie et dans une moindre mesure Saint-Denis Garneau, ils désirent mettre de l'avant un catholicisme moderne et engagé qui prend position devant toutes les questions politique, littérature, sociologie. La Relève, c'est 6 à 7 cahiers publiés par année qui sont généralement séparés en deux parties. D'un côté, des analyses dans lesquelles les auteurs prennent le temps de développer leurs idées, ainsi que des créations littéraires, et de l'autre côté, des chroniques, recoupement d'articles plutôt courts dans lesquels sont relayées les actualités religieuses, artistiques et littéraires. En septembre 1941, La Relève devient La Nouvelle Relève. Les 45 cahiers d'une trentaine de pages publiés de façon plus ou moins régulière font place à une revue mensuelle d'une soixantaine de pages par numéro, et dont la mouture n'est pas sans nous rappeler celle de la Nouvelle Revue Française. En plus d'adopter une apparence plus professionnelle, la Nouvelle Relève s'internationalise puisqu'elle accueille en son sein des philosophes, des historiens et des écrivains européens dont les pays sont durement touchés par la guerre. En septembre 1948, soit plus de 15 années après la publication du tout premier cahier de La Relève, la Nouvelle Relève présente son 55e et ultime numéro. La revue est à bout de souffle. Les auteurs européens publient à nouveau dans leur pays, entraînant ainsi la fin des éditions de l'Arbre, et les différents rédacteurs sont de plus en plus pris par leur carrière professionnelle, leur carrière d'avocat, de journaliste, de diplomate. Dans le cadre de cette communication, nous nous intéressons plus particulièrement à la genèse de la revue et aux enjeux qui la constituent. Avant nous, plusieurs chercheurs se sont penchés sur les origines de la Relève. Hélène Poulain, qui, en 1968, en se basant sur les premiers numéros de la Relève et les témoignages de plusieurs collaborateurs, dont Roger Duhamel, Marcel Raymond, Guy Sylvestre, a dressé un portrait de la fondation de la revue. Plus récemment, l'historien Yvan Lamonde, en 2008, s'est intéressé entre autres à l'influence du jésuite et écrivain Paul Doncoeur, qui fut le premier à introduire les rédacteurs de la Relève à la pensée de Jacques Maritain, alors qu'ils étaient encore étudiants au Collège Sainte-Marie. Encore plus récemment, Michel Biron et sa biographie sur Saint-Denis Garneau, en 2015, il y consacre un chapitre au lien entre le poète et la Relève, même si, selon lui, il ne faisait pas partie des membres fondateurs de la revue. Tous ont insisté sur l'amitié qui unissait ces jeunes gens comme étant le moteur principal de la création de la revue. À ce sujet, nous pouvons citer Jean Lemoine qui écrit « Nous ne fûmes jamais un chapitre ou un comité. Nous étions des amis à table, sans d'autre plan ni intention qu'une quête d'absolu, solidement orientée malgré les incohérences de son ardeur, et sans autre ordre du jour que les désordres du soir, surtout du dimanche soir, le chaleureux, le tumultueux résumé que nous fîmes si longtemps de nos semaines comblées de découvertes et de ravissements, percées de perspectives exaltantes et assombries d'angoisse. » Outre les témoignages des uns et des autres, qui vont souvent puiser dans des souvenirs qui ne sont pas toujours inaltérables, il est aussi intéressant d'interroger les traces écrites qui témoignent de ses débuts. L'étude des archives dans ce cas peut s'avérer pertinente. Premièrement, à cause de leur dimension heuristique, comme le dit Marc Bernier dans son avant-propos de l'archive Les poétiques de l'invention. La dimension heuristique de l'archive donc, car elle est par son essence propice à la découverte. Un lieu où l'on cherche sans savoir nécessairement ce que l'on va découvrir. Elle a aussi une dimension holistique, puisque bien composée de fragments de nature diverses, des manuscrits, des brouillons, des coupures de presse, de la correspondance, etc., l'archive forme un tout qui prend un sens nouveau lorsque tous ces éléments sont mis en relation les uns avec les autres. Si généralement l'archive de l'écrivain permet de reconstituer les trajets de l'invention, pour citer Bernard Beugnot, les archives d'une revue sont également un carrefour, un lieu où les idées de plusieurs penseurs, philosophes, critiques et écrivains se rencontrent et fusionnent dans une certaine mesure afin de donner naissance à un contenu unique né de l'échange et de l'interaction.
Dans une revue, comme dans tout ouvrage qui est le fruit d'une collaboration, il existe toujours des voix qui ont plus de portée que d'autres. Dans le cas de la relève, ce sont celles de ses deux directeurs, Robert Charbonneau et Paul Beaulieu. Si Charbonneau s'occupait surtout de la ligne éditoriale et rédigeait beaucoup d'articles, aussi bien sur la philosophie, le théâtre, encore la littérature, on parle d'analyse d'œuvres, de la situation de la littérature au Québec, avec la fameuse querelle notamment, de création littéraire. Beaulieu était en charge de tout ce qui tournait autour de la revue. Administration, abonnement, recherche de commanditaires, correspondance, etc. Ces archives personnelles ont été déposées à la BNQ en 2011. Le fonds, P853, contient 6,4 mètres linéaires de documents textuels datant de 1904 à 2007, année du décès de Beaulieu, mais aussi 2050 photos, 4 bandes magnétiques, 3 CD-ROM et des médailles obtenues tout au long de sa brillante carrière. Concernant les documents textuels, on y découvre les archives sur les œuvres qu'il a publiées, Jacques Rivière, Le pèlerinage de Catherine Mansfield, En marge de Louis Dantin, etc. Des dossiers sur ses activités d'éditeur aux éditions de l'Arbre, ses activités de diplomate, ses agendas et journaux personnels, classés par période, sa correspondance personnelle, classée par ordre alphabétique en fonction des destinataires, les communications des différentes causeries et colloques auxquels il a participé, comme quoi gardez-les, on ne sait jamais, des documents sur les journaux et revues dans lesquels il était impliqué, Relations, Gants du ciel, Le droit, la Nouvelle Revue canadienne, les écrits du Canada français, et bien sûr, la Relève et la Nouvelle Relève. Alors concernant les deux dernières revues, les archives de la Nouvelle Relève regroupent en un dossier différents articles publiés dans la revue, dont certains, principalement ceux de Paul Beaulieu, sont corrigés ou réécrits. Les archives de la Relève sont beaucoup plus variées et hétérogènes. Elles sont recoupées en 4 dossiers, un pour l'administration, un pour l'abonnement et les souscriptions, un qui regroupe la correspondance de Paul Beaulieu avec Jacques Maritain, et enfin un dossier qui est nommé Études. Je vous avoue que cette communication aurait pu s'appeler Paul Beaulieu archiviste, tant ce dernier a pris un grand soin à ramasser, à classer et à compléter les documents qu'il allait léguer aux chercheurs et aux curieux. Permettez-moi de vous mentionner brièvement 2 exemples qui démontrent l'ampleur du travail d'archiviste réalisé avant de tout déposer. Dans le cadre de ma thèse, j'étudie entre autres la réception de la relève, notamment auprès de ses contemporains. Dans le dossier administration, Beaulieu a découpé et ramassé tous les articles qu'il a trouvés sur la revue, qu'il s'agisse aussi bien d'une mention de 3 lignes que d'un article de 3 pages. Dans bien des cas, il a même fait affaire à des sociétés spécialisées dans la collecte de coupures telles que le Lynx ou Argus de la presse, basées à Paris, pour retracer des articles. Ce travail a été fait jusqu'à la toute fin, puisque l'on retrouve sur une coupure particulière un bordereau d'envoi Purolator datant de 2007. En plus de ramasser toutes ces coupures, il a inscrit sur un feuillet volant le nom des auteurs de l'article ainsi que leur date et lieu de parution, du moins pour l'année 1934. Un autre exemple de sa minutie concerne sa correspondance avec Jacques Maritain. Elle est constituée de 18 lettres écrites pendant 16 années, de 1935 à 1951, 11 de la main de Maritain, 7 de celle de Beaulieu. Dans le dossier, on a des lettres originales, certaines sont dactylographiées, d'autres manuscrites. On a aussi les enveloppes qui contenaient les lettres, des brouillons de lettres ainsi que des photocopies. En plus de nous fournir tout ça, Beaulieu a retranscrit l'entièreté de la correspondance dans un document avec un sommaire où chaque lettre a dans son en-tête le nom de l'expéditeur et la date de l'envoi. Comme vous vous en doutez, il ne s'agit pas de transcription diplomatique, mais de mise au net des lettres expédiées et reçues sans faute et sans rature, afin de nous en faciliter la lecture. Alors dans ces dossiers, il existe des sous-dossiers. Dans le cas qui nous intéresse, les éléments qui portent sur la genèse de la revue sont archivés dans le dossier Administration, qui comprend 7 sous-dossiers, Promotion, qui contient des documents où sont énoncés les points forts de la relève, la composition de l'équipe, ainsi que des contrats de publicité, Édition, qui contient des modèles et des canevas, Imprimeur, qui contient des contrats d'imprimerie, État de compte, le nom le dit, André Laurando, 4 courtes lettres de la main du journaliste, Articles, soit une dizaine d'articles plus ou moins corrigés, aussi bien des manuscrits que des dactylogrammes, et enfin,
constitution, le sous-dossier le plus varié contenant des notices, des documents sur la création de la revue, la distribution des rôles, différents états du premier éditorial. Je ne ferai pas ici l'inventaire complet et détaillé de ce sous-dossier, mais je peux parler en grande ligne de ce qu'il contient et qui concerne la genèse de la revue, notamment celle du tout premier cahier paru en mars 1934. Il y a des documents qui montrent l'importance de certaines idées et comment elles prennent de l'épaisseur au fil du temps, comme cette volonté de rejoindre tous les catholiques du Canada, aussi bien francophones qu'anglophones, développée et approfondie sur 3 feuillets. L'organigramme de la revue est aussi très important, les rôles de tout à chacun sont distribués. Urtubis, en tant que rédacteur en chef, est responsable de l'impression des cahiers, de l'envoi des abonnements et de collecter les différentes revues de presse. Paul Beaulieu, en tant que directeur, s'occupe du choix des articles et est responsable des finances, tandis que Robert Charbonneau est responsable de la ligne éditoriale et de la composition du cahier. Si les rôles sont clairement définis, il y a tout de même un désir de travail collectif, puisqu'ils indiquent sur un feuillet une volonté de former un esprit d'équipe. L'analyse de toutes ces archives nous démontre que toutes ces idées plus ou moins élaborées convergent vers un même point, à savoir le tout premier numéro de la revue et plus particulièrement le premier éditorial. Dans son ouvrage sur les revues québécoises, André Fortin écrit ceci à propos du premier numéro d'une revue. L'espérance de vie des revues est assez courte. Le premier numéro doit être un coup d'éclat pour que les lecteurs achètent la revue, la lisent et surtout s'y abonnent. Aussi, le prépare-t-on soigneusement. Il en va de la vie de la revue et des finances de ses éditeurs. Quant à l'éditorial, elle ajoute « texte fondateur qui commande à la fois un travail intellectuel et un travail sur la société. L'éditorial du premier numéro d'une revue renseigne le lecteur autant sur ses auteurs et leur rapport à la société que sur leurs programmes et leurs intentions. Le style, le ton sont parfois très près de ceux du manifeste. » Ce n'est donc pas surprenant que ces 2 éléments aient été très travaillés par les créateurs de la relève et que les traces de ce travail soient présentes dans les archives. Il y a donc dans ces archives le programme du premier numéro développé en 6 points, date de parution, raison d'être de la revue, l'importance du retour du spirituel au premier plan, et puis une liste des articles qui vont être publiés. Quant à l'éditorial, on retrouve les traces de sa construction sur 5 feuillets, où des idées sur le catholicisme, le Canada et l'importance de la jeunesse sont énoncées de façon plus ou moins développée, avec quelques mots-clés. Ces idées sont retravaillées et étoffées, surtout d'un point de vue formel, pour donner naissance à Position, le tout premier éditorial dans lequel l'équipe de la relève exprime en 3 pages sa raison d'être. Ce travail des idées générera à son tour des questions importantes qui permettront la progression de la revue dans certaines voies. En témoigne l'existence d'un feuillet où les rédacteurs se posent la question suivante: la relève tend-elle à devenir un mouvement? Pour conclure, je souhaite revenir sur la dimension heuristique des archives et la mettre en perspective par rapport au travail de classification effectué par Paul Beaulieu. Dans ce cas, on a l'impression de découvrir des archives organisées comme une matriochka, des poupées russes. En effet, on part des archives personnelles de Paul Beaulieu pour s'intéresser aux archives sur la relève, qui contiennent un dossier sur l'administration, qui contient un sous-dossier sur la Constitution, qui lui contient des éléments sur le premier numéro et sur le premier éditorial. Si cette classification permet de guider le chercheur dans ses analyses, il ne faut toutefois pas qu'elle le restreigne, puisqu'elle est le fruit d'un individu qui n'a pas les mêmes visées que les siennes. À titre d'exemple, dans le dossier abonnement, il y a des lettres qui seront pourtant utiles dans l'étude de la réception de la revue. Alors, étudier les archives, c'est donc ne pas hésiter à sortir de ces boîtes afin de trouver ce que l'on cherche sans même le savoir.